Bienvenue dans le débat, il est consacré au narcotrafic. Quelques jours après l'arrestation de Mohamed Amra, après une traque de 9 mois, la chasse à l'homme de celui surnommé Lamouche a commencé le 14 mai 2024 après son évasion lors d'une opération commando qui a entraîné la mort de 2 surveillants pénitentiaires. Mohamed Amra a finalement été arrêté à Bucarest samedi et renvoyé en France au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, ultra sécurisé, où il est surveillé 24 heures sur 24, a affirmé Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux l'a qualifié de plus grand de nos bandits. Son arrestation est devenue un enjeu politique tant le narcotrafic s'est étendu. 10 de ses complices présumés ont été interpellés dans toute l'Europe. Alors en quoi la traque de Mohamed Amra est-elle révélatrice de la puissance du narcotrafic en France? Pourquoi a-t-il pris une telle ampleur, ce narcotrafic? Comment le combattre? La France est-elle en danger? Et bien, on va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Camboulive. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole pour Alternative Police CFDT. Bienvenue dans le débat. Benjamin Camboulive, on est effectivement à un moment de bascule. Est-ce que cette traque de Mohamed Amra, qui a donc duré 9 mois, lorsque vous parliez de son évasion, c'était il y a 9 mois, est-ce que c'est un peu un cas d'école aujourd'hui? Pas tellement que c'est un cas d'école, c'est que c'est le signe de l'échec de notre système global. Là, on voit à travers ce qui se passe avec M. Amra, tout ce qui ne va pas. On voit la violence qui tombe sur des agents pénitentiaires qui sont sur une vacation, un transfèrement qui n'est pas, en théorie, si dangereux que ça. Et dont on peut interroger d'ailleurs la pertinence. Pourquoi ces extractions de détenus de leurs cellules, quand on pourrait imaginer des visioconférences, notamment pour les juges d'instruction? Oui, parce qu'en fait, il s'est évadé au moment où il était transféré d'une cellule à l'autre. Hein. D'une cellule à l'autre, il était en chemin pour aller être confronté à son juge d'instruction. Donc c'est l'un des cas où on peut imaginer faire autrement. C'est vrai aussi pour les visites médicales. Donc là maintenant, au stade où c'était inutile de le transporter en fait, c'est ce que vous dites. En tout cas, on peut imaginer de le faire autrement. Et là où, au stade où on en est, on ne sait pas quelle va être sa sanction. Par définition, on attend le jugement. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est ce pourquoi il était en détention provisoire initialement, donc 2 affaires de stupes. Et par-dessus cela, l'évasion en elle-même, encore faudra-t-il prouver qu'il en est à l'initiative, ainsi qu'évidemment la mort des 2 agents pénitentiaires. Mais est-il le commanditaire de ce commando de l'assaut contre le fourgon de la pénitentiaire? Tant que l'instruction, tant que le jugement n'a pas prononcé tout cela, pour l'instant, les charges ne sont pas si lourdes que ça. Bon, parce qu'il n'y a pas, en fait, ce statut justement du repenti n'existe pas vraiment en France, Benjamin Camboulive. Nous, ce qu'on a, c'est des informateurs, mais l'informateur, il a juste une info à vous donner. Il n'a rien fait, l'informateur. Alors que le repenti, lui, il a déjà commis quelque chose. Donc c'est très pertinent de lui permettre cette refonte de son statut à cet élément, puisqu'il nous est utile, il nous apporte des éléments d'enquête. Maintenant, ce que la proposition de loi ne précise pas, c'est où est-ce qu'on va placer le curseur. C'est-à-dire, quand vous donnez une information sur un crime à commettre, sur une infraction qui s'est déjà produite, il faut qu'il y ait une cohérence avec ce que vous avez fait. Comme vous disiez, certains ont du sang sur les mains. Si vous dénoncez un voleur de pommes alors que vous avez tué 3 personnes, le curseur, il n'est pas bien mis. L'inverse est plus audible. Donc, il y a cette question-là. Et puis, il y a la question de la protection de ce repenti. Quelle va être son anonymisation durant la procédure? Comment est-ce qu'il va être protégé à l'issue? Est-ce que, comme en Italie, on va lui donner de vrais faux papiers pour son avenir? Parce qu'on ne va pas mettre une patrouille de police pour le protéger ad vitam aeternam. Donc il faut qu'il y ait des garanties qui viennent encadrer ce statut du repenti. Et à ce moment-là, on pourra se prononcer. Benjamin Camboulive, justement, comment se mettre à niveau... on parle de l'intelligence artificielle. Vous venez de le dire à quel point les criminels, dans la cellule, dans leur cellule, arrivent à tout organiser. C'est très compliqué de le contrôler aujourd'hui. Est-ce que ça va suffire, justement, les différents dispositifs de cette loi? Alors, ce qui est certain, c'est que le narcotrafic, il prospère sur la consommation. Donc la base de tout, c'est la santé publique, qui doit accompagner tout le travail de la police et de la justice. Tant qu'il y aura une demande qui augmente, il y aura une offre de produits qui augmente et les violences qui seront engendrées. Maintenant, on doit amener des moyens supplémentaires. Amener des moyens supplémentaires, c'est tout l'objet de cette proposition de loi, c'est de mettre sur un plan d'égalité dans le traitement autant de la police, de la justice que de l'univers pénitentiaire, le terrorisme et le narcotrafic, parce que les 2 menacent la sécurité. Donc ça veut dire que le narcotrafiquant est un terroriste. Ce qui veut dire que les moyens que l'on emploie pour lutter contre l'un doivent être utilisés pour lutter contre l'autre, puisque les 2 menacent la sécurité de l'État et qu'il y a même des porosités, parfois, de l'un à l'autre, où le narcotrafic peut nourrir
certaines opérations terroristes. Donc il est normal d'essayer de nous protéger, et quand on déroge au droit commun pour permettre des facilités au travail de police, au travail d'enquêteurs et même aux magistrats, eh bien c'est une bonne chose, parce que c'est notre sécurité à tous qui est en jeu. Benjamin Camboulive, en tout cas, en vous écoutant tous, il faudrait qu'il y ait déjà plus de coopération peut-être entre les différentes polices en Europe, puisqu'on voit bien que non seulement ça se passe en prison, mais ça se passe, il y a eu cette arrestation en Roumanie. Comment faire en sorte qu'il y ait encore plus de coopération entre les différents pays? Mais la coopération entre les différents pays, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien. Et depuis des années, les officiers de liaison, on a un travail qui est efficace avec eux, on a des effectifs et une technicité pour bien travailler. Je me permets juste de réagir au propos de monsieur. Le problème en France, c'est pas qu'on incarcère trop. On a un taux d'incarcération qui est inférieur à la moyenne européenne. Le problème en France, c'est qu'on n'a pas assez de places de prison au regard de la délinquance et de la criminalité à laquelle on est confronté. Donc il faut axer vers cette solution-là et mettre ces 100 plus gros narcos, même si évidemment c'est de la présentation et c'est de la com, le fait est que ça fait partie de ce qu'on appelle la classification des établissements pénitentiaires en fonction de la dangerosité et du profil des détenus, et c'est particulièrement pertinent. Il faut que ça aille au bout en ayant les centaines de narcotrafiquants dangereux qui correspondent à ce profil-là. Pourquoi pour vous c'est pertinent de les mettre tous ensemble? Tout simplement pour réduire leur capacité de continuer leur trafic en prison, que ce soit par le recrutement ou en ayant donné la porosité des prisons au téléphone portable. Mais ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de corruption, y compris dans un gros établissement de ce type. Quoi que l'on fasse, quelle que soit la mesure, ou le projet, ou le PNACO, ou ce que vous voudrez, si ça reste un titre et une coquille vide, ça n'ira jamais bien loin. Donc vous avez raison, il faut des moyens, quoi qu'on fasse. Et aucune réforme à effectif constant n'a de sens, n'a de pertinence. Donc les prisons, si on veut qu'elles soient moins poreuses, ça passe aussi par les conditions d'exercice des agents pénitentiaires, ce qui implique des effectifs et des droits supplémentaires. Le PNACO, si on veut qu'il soit fonctionnel, eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment de juges pour avoir des délais d'audiencement lisibles ou au moins légaux. Chaque fois qu'on parle d'une réforme, il faut mettre en regard des effectifs à un niveau satisfaisant. Benjamin Camboulive. Oui, juste pour réagir à ça, parce que la légalisation, ça a toujours été, et on le dira toujours, la pire des solutions. Il y a un rôle moral de l'État qui doit fixer des interdits, et de toute façon, ce n'est pas une question politique ou policière, c'est le Code de la santé publique qui classe le cannabis dans les substances illicites. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Benjamin Camboulive.